Donc, mamie, tu as connu Jean Jaurès? Jaurès, non, mais Vercingétorix, oui. Un homme délicat, charmant, rustique. Tu te moques de moi? Oui, non. Non, je réponds à ta provocation. Je suis très vieille, c'est vrai, mais enfin pas au point d'avoir connu Jean Jaurès. Pourtant, c'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Non, je t'ai dit que j'avais été contemporaine de Jaurès. Contemporain, mamie. Ça dit que Jaurès et toi avez vécu à la même époque. 10 minutes. Comment ça, 10 minutes? Jaurès a été tué le 31 juillet 1914 à 21h40. Et moi, je suis née devant la mine de Cagnac à 21h30. À la 10 minutes. Pendant 10 minutes, j'ai été contemporaine de Jaurès. Devant la mine? Devant la mine. Comment c'est possible? Maman vient d'acheter le journal. Le discours de Jaurès, notre député, est entièrement retranscrit. Et maman ne sait pas lire. Alors elle court vers la mine, elle court vers mon père pour qu'il lui lise le discours. Des paroles terriblement angoissantes pour une jeune femme qui porte un enfant. Cette guerre qu'on nous annonce, ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5, 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. Nous ne laisserons pas derrière nous ces traîtres pour nous poignarder dans le dos. Il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que Jean Jaurès soit pris de tremblement. Les douleurs saisissent ma mère, violente, précipitée. On l'allonge par terre, sur un drap, puis on envoie chercher une carriole. La carriole est trop lente, et je nais là, très vite, devant la mine. Mon lapin, explique-moi le travail que tu es en train de faire. C'est ma thèse de doctorat. Tu veux être docteur? Doctorat d'histoire. Comme sujet, j'ai choisi Jaurès, une voix pour la paix. C'est vrai, Jaurès a beaucoup donné de la voix pour la paix. Tiens, tu m'y feras penser, j'ai dans mes papiers un trésor que je n'ai jamais montré à personne. Un trésor? Un trésor caché. Montre. Non, mais dis-moi d'abord pourquoi tu as pris ce sujet de thèse. Mais je l'ai choisi à cause de toi, pour le plaisir de venir t'embêter. Je suis sûr d'être le seul thésard à pouvoir discuter de Jaurès avec sa contemporaine. On dit qu'ici, l'annonce de sa mort a davantage frappé les esprits que le déclenchement de la guerre. Je ne me souviens ni de l'une ni de l'autre. La mobilisation générale a été décrétée le lendemain de ma naissance, 1er août, à 16h. Je n'aurais été contemporaine de la paix que 18h40. Tu vois, mon petit, j'ai vécu bien vieille pour quelqu'un dont la naissance est entourée par la mort. J'ai presque 100 ans. Je n'ai jamais voulu fêter mon anniversaire. Pourtant, pour moi, tu es l'incarnation de la joie de vivre.
Quand je viens te voir, j'en ressors toujours regonflé à bloc. Comment tu l'expliques? Maman avait une explication. Le 1er août, le tocsin s'est mis à sonner. Elle m'a descendu dans la cave pour que je n'entende pas ça. Elle disait que grâce à elle, je suis restée sourde au malheur. Tu as des souvenirs de la Grande Guerre? Un souvenir. Si ça t'est pénible, ne dis rien. Je vois un homme bleu. Bleu? Je le vois bleu, immense, mouillé. Il entre dans la cuisine, il me regarde. Il parle à maman à voix basse. Il lui tend un paquet. Maman prend le paquet. Elle lève le bras jusqu'au ciel, très haut. Elle jette le paquet à la figure de l'homme bleu. Elle hurle contre lui. Il s'enfuit. Moi aussi, je hurle contre l'homme bleu. Ah, ça, je m'en souviens. La terreur de l'homme bleu, je m'en souviens. Cette terreur, c'est le seul souvenir vivant qui me rattache à mon père. L'homme annonçait la mort de ton père, c'est ça? Aucun souvenir vivant de mon père. Seul ce hurlement échappe à l'oubli. Et ça aussi, Une lettre de lui? oui. Une lettre du front? Mon père n'est pas revenu de la guerre. Ni mes 2 oncles, ni mon frère aîné. 17 ans. Ni Charles Guinan, ni Henri Floch, ni Maurice Tarot, ni Jules Grosjean, ni Michel Lançon, ni René Pijard, ni Pierre Rullier. Ma chérie, je ne reviendrai pas de la guerre. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Adieu. Soldat Charles Guinan. Ma bien chère Lucie, l'ennemi a envahi notre tranchée et notre escouade a dû reculer. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Ma dernière pensée à toi. Jusqu'au bout, Henri Floch. Ma chère Marie, avancer, impossible. Reculer, de même. Les Allemands visent et descendent chacune de ces cibles vivantes. Les hommes se couchent là, grattant la terre de leurs doigts pour amonceler un petit tas devant leur tête et tâcher ainsi de s'abriter contre les balles. Maurice Tarot. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ici, c'est une boue de glaise épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les terres des tranchées s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres, dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout des ossements et des crânes. Jules Grosjean. L'attaque du 9.
a coûté 85 000 hommes et 1,5 milliard de francs en munitions. Et à ce prix-là, on a gagné 4 kilomètres pour retrouver devant soi d'autres tranchées et d'autres redoutes. Michel Lançon. Cher papa, ici, rien que des obus, rien que cela. Depuis les tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère? Non, c'est encore en dessous de la vérité. Ton poilu qui t'embrasse bien fort, René Pijard. Oh, j'ai vu de beaux spectacles. Des cadavres, à moitié enterrés, montrant qui un pied, qui une tête. D'autres, enterrés, sont découverts en creusant les boyaux. Que c'est intéressant, la guerre. On peut être fier de la civilisation. Pierre Rullier. Messieurs les jurés, comme chacun le sait, car l'affaire a fait grand bruit, le 31 juillet 1914, Monsieur Jean Jaurès, député du Tarn, meurt sous les balles tirées à bout portant par Monsieur Raoul Villain, alors qu'il dîne au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Nous avons attendu la fin de la guerre pour organiser le procès du meurtrier, afin de ne pas ébrécher l'union sacrée qui nous a donné la victoire. Vous avez entendu les arguments de l'accusation, puis ceux de la défense. La cour d'assises vous pose 2 questions. Première question. Villain est-il coupable d'avoir, le 31 juillet 1914, commis un homicide volontaire sur la personne de Jean Jaurès? Deuxième question. Le dit homicide a-t-il été commis avec préméditation? Veuillez vous retirer pour délibérer. Jaurès est l'ami du Boche. Le Boche est l'ennemi de la France. L'ami de notre ennemi est un traître. Villain a fait le travail que vous n'avez pas osé faire, bande de lâches. Je réclame la Légion d'honneur pour l'indomptable Raoul Villain. J'ai fait la guerre, moi, messieurs les planqués. 19 millions de morts. 21 millions de blessés. Ce Judas de Villain n'a pas visé seulement Jaurès. Il a tiré sur l'Europe. Jaurès est le Christ de la paix universelle. Honte à Villain. Vous voulez savoir qui manœuvrait Jaurès? La juiverie. La clique à Dreyfus. Jaurès a été le prophète de tous ceux qui ont la patrie et l'armée en horreur. Se débarrasser de la juiverie et de ses suppôts, ce n'est pas du meurtre. C'est de la prophylaxie. Vive Raoul Villain. Monsieur Jaurès n'allait pas à la messe.
Monseigneur nous a dit, écartez-vous de lui. Ce que Jaurès pense, ce que Jaurès veut, je n'aime pas. Mais Monsieur Villain l'a tué, en public, de sang-froid. Ce n'est pas à la justice des hommes, c'est à la miséricorde divine de pardonner un tel crime. Villain est un fou. On ne condamne pas les fous, on les enferme. Après avoir saigné à blanc le prolétariat d'Europe, messieurs les gangsters de la réaction, vous voulez dresser un piédestal à votre tueur à gages? Ce vampire putride? Écoutez-moi bien. Si Villain échappe à la guillotine, la classe ouvrière fera justice elle-même et l'abattra comme un rat. J'en fais le serment. Et vive la Russie des soviets! Non, camarade. Le grand Jaurès, notre inspirateur, avait la peine de mort en horreur. Villain l'a tué par bassesse. Nous soyons grands. Ne trahissons pas ses idées. Que Villain soit condamné, enfermé, et qu'il vive. Accusé Villain, levez-vous. À la question, Villain est-il coupable d'avoir, le 31 juillet 1914, commis un homicide volontaire sur la personne de Jean Jaurès? Le jury a répondu non. À la question, le dit homicide a-t-il été commis avec préméditation? Le jury a répondu non. Monsieur Raoul Villain, vous êtes libre. Madame Jaurès, en l'absence de crime contre votre époux, la Cour vous condamne aux dépens. Les frais de justice occasionnés par ce procès sont à votre charge. C'était la fin de la guerre. Ce n'était pas la paix. L'Allemagne paiera. Quelle imbécilité! Mais elle avait déjà payé, l'Allemagne. Tout le monde avait déjà payé. Payé très au-delà du prix. La guerre, mon enfant, la guerre rend fou. Les rescapés, mais comment voulais-tu qu'ils réfléchissent encore? Certains pleuraient subitement, d'autres vagissaient dans la nuit pendant des heures. Pour se consoler du cauchemar, ils rêvaient de manger du boche et ils buvaient du vin. Ils passaient si vite de la fureur aux larmes. Des brutaux fragiles. Et puis ce vide, tous ces morts, tous ces parents, tous ces camarades. Ma mère était une femme. Les Boches avaient tué son homme qui avait tué des Boches. Mais elle, ils lui avaient pas tiré dessus, les Boches. Et elle n'avait pas tiré sur eux. Toi, ma petite maman, tu n'étais ni fragile ni brutale. Toi, ton esprit fonctionnait encore. La souffrance sans la colère. Jaurès avait dit, c'est le droit des femmes de donner une expression politique aux sentiments et aux pensées que la vie sociale fait naître en elles. Mon garçon, prends-en bien note. Ces années-là, cet évangile aurait sauvé le monde. Les femmes auraient su conclure la paix. Oh, elle n'aurait pas acquitté Villain, elle n'aurait pas humilié la veuve de Jaurès. Mais nos mères ne votaient pas, elles ne jugeaient pas. Elles ne déclaraient ni la guerre, ni la paix. Nos mères régnaient sur la lessive. Lessive de France, lessive d'Allemagne, même combat. La vie de la mine, c'était dur, n'est-ce pas?
J'ai grandi après la journée de 8 heures. Je suis allée à l'école jusqu'à 13 ans. Avant, c'était déjà plus... Comment vous dites déjà? Plus cool. Et avant? Bon, avant, ça n'était pas une vie. Avant, c'était la guerre. La guerre contre le temps. 1841. La loi limite à 10 heures par jour le temps de travail des enfants de 8 à 12 ans, à 12 heures pour ceux de 12 à 16 ans. Tant que dans chaque nation, une classe restreinte d'hommes possédera les grands moyens de production et d'échange, tant que cette classe pourra imposer aux sociétés qu'elle domine sa propre loi, qui est la concurrence illimitée, tant que cette classe privilégiée, pour se préserver contre tous les sursauts de la masse, s'appuiera sur les grandes dynasties militaires ou sur certaines armées de métier, tant que cela sera, toujours cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles, des individus entre eux, suscitera les guerres armées entre les peuples. Ma mère, ta trisaïeule, un jour, je lui ai demandé de me raconter ses journées d'avant-guerre. Elle m'a répondu « demain ». Le lendemain, elle est venue avec un carnet. Elle ne savait pas écrire. Elle m'a dit « note ». Ce carnet, je le porte toujours sur moi. Le voici. Tiens, lis. Nicolas. C'était mon père. Lis. Nicolas, ton père, est de l'équipe du matin. Je me lève à 4 heures. Je chauffe le poêle. Je prépare le briquet. Le briquet, c'est quoi? Le casse-croûte des mineurs. Je le réveille. Il part. L'embauche est à 6 heures. Le jour se lève. Je le regarde partir. Je prépare la collation pour les petits. Je les réveille avant l'heure de l'école. Je les regarde partir. 1848. La journée de travail est fixée à 12 heures. Le matin, je sors au jardin cueillir les légumes. Je prépare la soupe. L'homme a toujours très faim quand il sort de la mine. 15 heures. Janou est de l'équipe de l'après-midi. Je reprends ma journée à 0 pour Janou. Mon frère aîné, je t'ai montré son nom sur le monument aux morts. Janou a 13 ans. C'est mon garçon, très sec, menu. La peau la plus blanche de toute la mine. Un garçon aux yeux verts. Il tire les berlines à plat ventre dans les boyaux trop étroits pour les hommes. Je le regarde partir. 1900, journée de 10 heures. 1906, le dimanche est désormais chômé. 1919, journée de 8 heures. Le lundi, c'est la lessive. La lessive du mineur, tes mains n'y suffisent pas. Le mardi, c'est le grand ménage. Le dimanche, c'est la messe. Je me repose.
votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix. Même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l'orage. Messieurs, il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples. C'est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente. C'est de lui substituer un régime de concorde sociale et d'unité. « 1936, le Front populaire institue la semaine de 40 heures. Il institue les congés payés.
Je porte un toast au président Léon Blum et à la République sociale. Un toast à Jean Jaurès, notre inspirateur, et à notre pays. À la santé de ma fille Micheline et de mon petit Gaston, qui vont voir la mer pour la première fois. Je vous propose de porter un toast. Vive Irène Joliot-Curie, vive Suzanne Lacorre, vive Cécile Brunswick, les 3 premières femmes à entrer au gouvernement. Vive nos femmes! Vive l'égalité! Toast au camarade Staline. Le guide est l'ami de tous les ouvriers du monde. Pour la retraite des vieux! Hip hip hip! Hurrah! Hurrah pour les 40 heures! Chérie, toujours tu m'aimeras comme ça. Ce sont tous ces mots-là que l'on dit tout bas dans une java. Le 11 septembre 1937, une bombe explose devant un immeuble de la rue Presbourg, près des Champs-Élysées, et tue 2 policiers en faction. Objectif visé, le siège de la Confédération générale du patronat français. L'émotion est vive. Le grand patronat français, victime désignée, est tout entier mobilisé contre le Front populaire. Les plus grandes fortunes de France, les 200 familles, comme les appelle la presse de gauche, se côtoient, se rencontrent, organisent la résistance. Parmi ces grandes fortunes, on compte un certain Eugène Schuller, fondateur de sociétés françaises de teintures inoffensives pour cheveux, les teintures Schuller, futur L'Oréal. Sa fille, Liliane, a 15 ans. Elle épousera, quelques années plus tard, un ami de la famille, André Bettencourt. Eugène Schuller vient de créer l'Ambre solaire. Mais malgré le marché que les congés payés ouvrent à ce produit, il vomit le cabinet du Front populaire. Tout le gratin de la haute industrie se retrouve régulièrement chez lui. Monsieur Henri-Marie-Joseph Hercule de Payérimov de Fontenelle, président du comité des houillères. Monsieur le sénateur François-Augustin-Marie de Vandel d'Ayange, président du comité des forges, ancien régent de la Banque de France. Dites donc, Vandel, je lis dans Le Messin, le journal que vous financez chez vous en Moselle, que plutôt que de vivre dans une France appauvrie, bolchevisée, nous préférons redevenir allemands. N'allez pas un peu fort, là? Mon cher Schuller, je remarque que M. Hitler donne du travail à tous les ouvriers allemands, qu'ils ne font pas grève, qu'ils aiment suffisamment leur pays pour ne pas ménager leur peine. Et qu'ils vous achètent 40% de votre production d'acier pour se réarmer. C'est sûr que du pur point de vue industriel, il n'y a pas beaucoup à attendre de M. Blum et de son consistoire de vacanciers pacifistes.
Monsieur Pierre Michelin, membre du conseil d'administration des usines Michelin, président des usines Citroën. Pierre, nous vous attendions. Vous introduisez le sujet? Nous sommes entre nous. Des amis sûrs. Mon cher Schuller, contre la chienlit, il n'y a pas 36 solutions. Il faut frapper fort. Nos amis le feront pour vous. Nos amis? Nos amis de la cagoule? Drôle de nom, votre club d'amis. L'organisation secrète d'action révolutionnaire nationale. Si vous préférez, OSAR. Ah oui, oui, il me semble les avoir croisés à l'occasion d'un colloque de la synarchie, mon groupe de réflexion. C'est là qu'est l'action. Michelin et moi sommes très liés, assez braves. Et vous, Wendel? Disons que je peux aider. Aider? D'une aide sonnante et trébuchante? Nous nous sommes compris. Entrez, mon ami. L'attentat du 11 septembre 1937 contre le siège du patronat, qu'on attribue d'abord aux communistes, est en réalité une provocation organisée par Eugène Deloncle, dirigeant de la cagoule, et financée par le patronat. Les puissances de la métallurgie, de l'automobile et de la beauté féminine réunies sont impliquées. Objectif : faire passer le gouvernement légal du Front populaire pour une faction criminelle. Renverser la République. C'est dans cette ambiance de pré-guerre civile que naît le slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire ». 28 juin 1940, Hitler à Paris. À l'aube, le Führer a visité la capitale française. Paris occupé. 22 juin 1942, Pierre Laval, président du Conseil de l'État français. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. 16 juillet 1942, opération Vent printanier. 12 884 juifs conduits au Veldiv par la police de l'État français. 11 novembre 1942, l'armée du Reich franchit la ligne de démarcation. Les mines du Carmozin travailleront pour l'Allemagne. Ils ont voulu fondre Jaurès. Fondre Jaurès? Oui, ils ont voulu fondre la statue de Jaurès. Qui a voulu faire ça? Les hitlériens. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La statue de Jaurès. Les hitlériens ont voulu la fondre pour en faire des canons. La statue que les mineurs ont élevée à Jaurès pour le venger de l'acquittement de Vilain? Notre statue. Quel symbole! Jaurès, la voix de la paix, métamorphosée en canon nazi. La férocité, mon enfant. La férocité marche avec le mensonge. Donc ils ont fondu Jaurès. Comment aurions-nous pu laisser faire ça? Ils veulent fondre Jaurès. Qui veut fondre Jaurès? Les hitlériens veulent fondre Jaurès. Et pourquoi ça? Pour en faire des canons.
je suis juif, on me pourchasse. Jaurès a dit, quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, s'il a figure d'homme, il porte en lui le droit humain. Mes frères, la statue de Jaurès, c'est notre âme. Je suis femme. Jaurès a dit, l'univers dont l'humanité est sortie ne peut pas être en son fond brutal et aveugle. Les mineurs qui creusent ici ne sont pas sortis d'un ventre aveugle et brutal. Les brutaux, les aveugles, ne toucheront pas à notre Janou. Tu as raison, madame. Je viens d'Algérie. Je creuse le sol de Cagnac. Pour qui? Je ne sais plus. On m'a emporté, déporté pour vivre dans des trous. Jaurès a dit, donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la retire. Cet homme-là a deviné le tourment de ma terre et le tourment de ma vie. Son image ne touchait pas. Jaurès a dit, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. J'ai peur. De quoi as-tu peur, mon enfant? Ils ont emmené mon père. Ils ont dit communiste, traître. J'ai peur pour mon père. Prends courage. Jaurès a dit, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Quand ils marchent à travers la ville, au pas militaire, ils me font peur. Quand ils chantent, on dirait qu'ils crient. Ils me font peur. Le courage, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Curé, toi aussi tu cites Jaurès. Je cite Jaurès. Le courage, c'est de ne pas faire écho de notre âme aux huées fanatiques. Mon enfant, ton père est notre ami. Un homme au cœur de bronze. Un père au cœur de velours. Ce que nous tous pensons de lui, de sa grandeur. Jaurès l'a dit mieux que nous. Et Jaurès a dit quoi? Il a dit, l'effort humain va vers la clarté. Et le droit n'est jamais perdu. Je suis mineur. Ce que Jaurès a dit, ce que Jaurès n'a pas dit, je ne suis pas trop au courant. Mon père a payé 3 francs pour la statue de Jaurès. C'était beaucoup. Beaucoup d'argent pour notre famille. Ils ont soulevé la statue pour la déposer sur le socle. Quand la statue est passée devant le soleil, quand l'ombre de Jaurès a couvert le visage de mon père a pleuré. Je l'ai vu. Si quelqu'un touche aux larmes de mon père, nous, les mineurs de Cagnac, les mineurs de Carmaux, les mineurs de Blaye, nous ferons exploser la mine. Ils ont fait exploser la mine? Non, l'occupant a cédé. Ils avaient besoin de notre charbon. Ils ont entendu la menace. Ils ont renoncé. Donc finalement, les nazis ont perdu le bronze, mais récupéré le charbon. Les nôtres n'ont pas fait exploser la mine. Ils l'ont anesthésiée. Une pelletée de moins, une autre pelletée de moins. Du sable dans les rouages. Des pannes dans les haveuses, des disparitions d'explosifs et des trains de ravitaillement qui sautent. La grève par petits bouts, par petits grains, la grève perlée. Jusqu'au 14 juillet 1944. Le 14 juillet 1944, la grève est générale. Le 16 août, le pays minier est libre. La République est de retour.
La République est une consolation et une fierté. Elle seule a assez de noblesse morale pour donner à la nation la force d'oublier les mécomptes et de dominer les désastres. C'est pourquoi elle devait avoir le dernier mot. La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. Ceux qui ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire. Le 24 novembre 1965, une explosion due à un coup de poussier fait 12 morts au puits de la Tronquier. Cette tragédie minière coïncide avec l'effondrement partout en France de la production charbonnière. Le 30 septembre 1981, la statue de Jean Jaurès à Carmaux est détruite par un attentat. Le monde qui apportait les idéaux du grand homme est en train de disparaître. La globalisation est en marche et la crise avec. Mon enfant, voici le trésor caché dont je te parlais tout à l'heure. C'est une correspondance entre mon père et Jean Jaurès. Je ne l'ai jamais montré à personne. Des lettres inédites de Jean Jaurès? C'est un trésor, en effet. Pourquoi ne les as-tu jamais montrées? Tu liras, c'est un peu gênant. Ça touche à l'affaire Dreyfus. Et Dreyfus est un capitaine de l'armée, il est juif. Il a été condamné au bagne pour trahison. Mais c'est un coup monté des antisémites. Jaurès a défendu Dreyfus. Et mon père n'aimait pas les juifs. Pourquoi me montres-tu ces lettres? Tu es mon arrière-petit-fils préféré. Tu m'as dit que tu écris une thèse sur Jaurès. Ces lettres, c'est le passeport pour la mention très bien. Tiens. Et puis ça fait si longtemps. Lis. Camarade Jaurès, tu as écrit un jour... La race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain, manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corruption et d'extorsion. Je suis d'accord avec ça. Mais quand tu appelles le prolétariat à défendre le juif Dreyfus, le frelon juif, je ne peux pas te suivre. Tu crois que j'ai pas assez de problèmes à sauver ma famille de la misère? Les bourgeois n'ont qu'à se dévorer entre eux. René Lacassagne, mineur de fond.
Cher René, merci encore du soutien que tu m'as apporté lors des dernières élections. Je garde un souvenir ému de nos bonnes rencontres. Oui, j'ai cru avec d'autres que les Juifs représentaient la quintessence d'une bourgeoisie sans autre attache que l'argent et la cupidité. Mais j'ai bougé. Quand j'ai su que Dreyfus était innocent, j'ai vu en lui l'humanité elle-même au plus haut degré de misère, de désespoir. Camarade, laisse parler tes entrailles. Le combat de classe n'exige pas que tu désertes le sentiment d'humanité. Quel plus fort symbole de la lutte pour la justice que cet homme criminellement condamné par la société que nous combattons? Salutations socialistes. Jean Jaurès, député du Tarn. Monsieur le député, merci de m'avoir répondu parce que tu as beaucoup d'occupations. Merci. Je ne connais pas de Juifs. Ici, on n'en voit pas. Ma mère les maudissait parce qu'ils ont tué Jésus. Beaucoup de nos chefs socialistes nous ont dit que cette race de banquiers n'est pas bonne, de nous en méfier. Le camarade Proudhon a proposé de les renvoyer en Asie ou de les exterminer. Toi-même, tu t'es fait injustement sortir de la Chambre des députés parce que tu avais insulté le juif Reinhardt, qui le méritait bien. Je t'ai toujours respecté, tu le sais. Alors aujourd'hui, avec ton changement de parole, je ne sais plus ce que je dois croire. Acceptez, monsieur le député, mes salutations républicaines. René Lacassagne, militant socialiste. Camarade Lacassagne, tu ne travailles pas pour le profit d'un juif. Tu travailles pour le profit d'un marquis, le marquis de Solage, ton patron. Oui, naguère, je me suis laissé aller, c'est vrai, à parler contre les juifs, comme le font les socialistes de château, de sacristie. Je le regrette. Les querelles de race sont vaines, elles nous divisent inutilement. C'est le face-à-face intérieur avec le malheur d'Alfred Dreyfus qui a fait remonter en moi cette vérité enfouie dans la profondeur de mes sentiments et de mes rêves. Les humains ne forment qu'une seule race. Tous méritent l'égalité. À l'unité du monde, Jean Jaurès. Et mon père lui a répondu, « Jaurès, tu parles mieux que moi. Tu sais davantage de choses. Si tu connais des Juifs, moi je n'en connais pas. Je sais aussi que tu ne veux pas me mentir. Je vais réfléchir à tes paroles. René Lacassagne. » Donc même Jaurès a eu des propos racistes? Ça fait froid dans le dos. En ce qu'a été Jaurès, ça ne fait pas froid dans le dos, ça fait chaud au cœur. Il a fait là ce qu'un être humain peut vivre de plus noble. Il a bougé. Il a bougé vers une conscience plus haute. Dreyfus a été libéré grâce à ce mouvement-là. J'ai 100 ans. Je sais que la vérité court devant nous et que nous ne l'attraperons jamais. Avancer sur le chemin de la vérité, c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Jaurès l'a fait. Malgré tout, c'est une tache sur sa mémoire. Je vais te raconter une histoire qui te concerne. Quand ma petite fille, enfin, c'est-à-dire ta mère, est venue me présenter celui qui allait être ton père, elle m'a dit au téléphone, « Grand-mère, je passe te présenter mon amoureux. » Rien d'autre. Bon, j'étais toute joyeuse, toute excitée de le voir. Il entre, tout noir. Un fiancé noir de la tête aux pieds. Oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mamie, tu n'étais pas aussi primaire que ça. Peut-être que si. J'avais peur pour elle. Ce que je savais des nègres, excuse-moi, c'est ce qu'on m'en avait raconté. Le cannibalisme. Et la polygamie, les maladies tropicales, les boulots sans avenir, la courte cervelle. Papa est médecin. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis étudiant en médecine. Ben, je ne l'ai pas cru. Quand ils sont partis, je me suis jetée sur mon lit et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis tu vois, ça m'est passé. Les métis sont les plus beaux des enfants. Mamie, je t'en prie, ne me classe pas dans les métis.
mon ascendance. Si je regarde de ton côté, que des gueules noires. Du côté de papa, que des gueules noires. Je suis gueule noire pur sang. Tu vois, mon petit, le monde de Jaurès s'est écroulé, de fond en comble. Moi, sa contemporaine de 10 minutes, je vis des choses qu'il n'aurait même pas imaginées. La mine de ma naissance fermée, transformée en musée, les médecins sénégalais qui courent après les filles de mineurs, les Allemands devenus nos amis, www.laterreestronde.com. La paix d'aujourd'hui, la paix que nous devons établir sur cette terre. Jaurès n'en a pas donné la recette. Il ne pouvait pas. Mais il nous en a donné l'envie et l'espérance. Mon petit, tes aïeux d'ici ont fait la guerre à tes aïeux de là-bas. Et toi, tu nous donnes envie de la paix. Une grosse envie. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la guerre, nuée terrible mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, c'est d'être tout ensemble et, quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie, de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Ce qui reste vrai à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature humaine. Oui. Les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. C'est donc d'un esprit libre que vous accueillerez cette grande nouveauté qui s'annonce par des symptômes multipliés. La paix durable entre les nations, la paix définitive. Oui, les hommes qui ont confiance en l'homme savent ça. Confiance. Le jeune Jaurès se méfiait des Juifs. Il a bougé. Ta vieille grand-mère avait peur des Noirs. Elle a bougé. Bouge, mon enfant. C'est à votre tour d'apaiser l'humanité. Bouge.